commence avec introduire M. Étienne Brière et j'espère que vous aurez tous une bonne matinée. Merci Jean-Pierre et Cécile. Je dois avouer que je suis impressionné ce matin par le lieu que je connais plutôt d'habitude de votre place, puisque c'est un cinéma du quartier où j'ai le plaisir de venir. Impressionné aussi par vous tous, qui, en venant ce matin, exprimer votre intérêt pour le projet de Jean-Pierre et Cécile, de venir partager des informations scientifiques et techniques sur des sujets d'actualité. C'est un projet dont Jean-Pierre m'a parlé à l'été dernier et que je trouve extrêmement motivant. Et donc c'est avec plaisir que je vais intervenir ce matin. Et j'espère qu'effectivement les éléments que je vais vous apporter, avec l'intervention de Chloé après, vont permettre de nourrir un débat, de répondre à vos questions dans la deuxième partie. Donc, j'ai un petit croisement de micro. Donc effectivement, je vais vous parler d'énergie renouvelable. Je vais essayer de ne pas vous noyer parce que le sujet est très vaste. En gestion de temps, j'accélérerai, je passerai sur certains transparents pour gérer le temps. Je vais commencer par une introduction pour savoir de quoi on parle. Après, le contexte pour rappeler effectivement la finalité des énergies renouvelables. Ensuite, un panorama des énergies renouvelables. Donc c'est là où effectivement j'évoquerai de l'ensemble des énergies renouvelables. Donc ça nécessitera de passer plus vite sur certaines qui sont moins prometteuses. Et puis enfin, j'ouvrirai sur les questions d'intégration des énergies renouvelables dans les systèmes électriques et en finissant sur finalement quelles sont les questions qu'il faut surveiller pour voir comment vont évoluer les énergies renouvelables. Donc énergie renouvelable, de quoi parle-t-on ? Les énergies renouvelables, en fait, on les qualifie, c'est les énergies qui se renouvellent à l'échelle du temps humain. Donc en fait, c'est tout ce qui... on reconstitue le stock au fur et à mesure. L'exemple ou le contre-exemple qui est souvent donné, c'est la tourbe. Pour générer de la tourbe, il faut plutôt 200-300 ans. Donc la tourbe n'est pas qualifiée dans les énergies renouvelables. Par contre, les énergies qui s'appuient sur toutes les ressources sur lesquelles je vais revenir sont énergies renouvelables. Les énergies renouvelables peuvent être valorisées pour produire de l'électricité. On pense souvent à elles, effectivement, quand on passe par l'énergie renouvelable dans les débats, on pense éolien, photovoltaïque, mais les énergies renouvelables, c'est aussi des énergies qui vont générer de la chaleur ou du froid, et ça peut être aussi des énergies qui peuvent générer des biocombustibles et des biocarburants. Donc dans mes propos, je viendrai vous donner un éclairage sur le fait qu'effectivement les énergies renouvelables, en réponse au changement climatique, ne sont pas que électrogènes. C'est l'ensemble des énergies qu'il faut considérer, et c'est souvent quelque chose qui est oublié. Je pense qu'en termes de... S'il y a des choses à retenir de l'exposé, c'est un des points à retenir. Cette question, les énergies renouvelables ne sont pas que électriques. Si on regarde la liste sur laquelle je reviendrai, donc l'hydroélectricité, l'éolien terrestre, l'éolien en mer, le solaire PV pour photovoltaïque, solaire thermodynamique, énergie marine, bioélectricité, géoélectricité. Le tableau ici vise juste à rappeler que finalement, les énergies renouvelables convertissent de l'énergie pour la plupart du temps du soleil ou de la terre en une autre forme d'énergie. Donc c'est une conversion d'énergie, d'une source d'énergie en une autre. Si on prend par exemple l'hydroélectricité, le moteur de l'hydroélectricité, c'est le soleil, puisque c'est l'évaporation des océans qui ensuite amène la pluie et recharge les réservoirs. Donc ce tableau vise juste à rappeler qu'effectivement le moteur des sources d'énergie des ENR, c'est le soleil, l'eau, le vent, la pesanteur. C'est tout ça qui va générer et renouveler les sources d'énergie. Donc ici, sur le premier transparent, il y avait les énergies renouvelables plus électrogènes, donc hydroélectricité, bioélectricité, marémoteur. Et sur le deuxième, c'est plus les énergies thermiques, donc qui vont générer de la chaleur, comme le solaire thermique, les pompes à chaleur, qui sont aussi une énergie renouvelable. Maintenant, en élément de contexte, à quoi ça sert les énergies renouvelables ? Donc sur cette transparence, c'est pour rappeler que finalement, le développement de l'humanité s'est fait avec l'énergie. Depuis 450 000 ans, c'est-à-dire l'apparition du feu, c'est vrai que c'est là où l'homme a pu décupler ses forces petit à petit pour accroître les énergies. Le point le plus important, c'est effectivement, donc on peut revoir sur cette courbe depuis le 19e siècle, là où il y a eu des ruptures, c'est avec l'arrivée du charbon, du pétrole, la machine à vapeur,
qui a permis le développement de l'industrie, la révolution industrielle au milieu du 19e siècle, et puis au 20e, l'aviation, et puis l'énergie nucléaire. Et on voit que cette courbe qui reprend notre consommation d'énergie depuis 150 ans est vraiment marquée par ce développement des énergies. Par contre, effectivement, le contexte dans lequel on est, si j'appuie pas sur bon, voilà, c'est qu'effectivement, associé à ces énergies, charbon, gaz, pétrole, c'est le développement des émissions de CO2. Et donc, c'est le développement des émissions de CO2 qui entraîne le réchauffement climatique, même la transition climatique, le changement climatique, qui est quand même, à mon sens, la question numéro 1 de l'humanité aujourd'hui, celle qu'on doit traiter pour les générations futures. C'est vraiment cette transformation majeure de l'écosystème Terre qui est la question qu'il faut traiter. Donc la question des énergies renouvelables, je la resitue dans cette question de la transition énergétique. Et à titre d'illustration, j'ai remis ici deux graphes qui sont issus des rapports des travaux du GIEC sur le changement climatique. Donc à gauche, ce sont les émissions, les sources d'émissions, c'est au niveau mondial. Les sources d'émissions de CO2 au niveau mondial, d'où viennent ces sources. Donc on voit que l'électricité qui représente, le quart en haut à droite ne représente que 25% des émissions de CO2. 75% des émissions de dioxyde de carbone, donc la cause du changement climatique, viennent des autres sources. L'industrie, le transport, voitures individuelles, camions, bus, trains, bateaux, avions, les bâtiments 6%, et puis l'agriculture, la forêt. Donc sur ce graphe, on voit qu'effectivement, l'enjeu de lutter contre le changement climatique, c'est de réduire les émissions d'électricité et de chaleur, donc d'énergie, mais aussi de l'ensemble du reste. Bon, ici, je ne vais pas détailler, mais c'est les émissions par pays. Le graphe le plus important et qui est introductif à mon propos sur les énergies renouvelables est bien celui-là, pour bien dire que pour lutter contre le changement climatique, c'est l'ensemble de ces secteurs dont il faut s'occuper. C'est vrai que mon propos, dans la suite de l'exposé, je vais plus parler des énergies renouvelables électriques qui réduisent les émissions de CO2 de cette partie-là, mais à l'occasion, je dirai un mot sur des possibilités des énergies renouvelables électriques, thermiques, de jouer un rôle pour la décarbonation du reste, puisqu'effectivement, lutter contre le changement climatique, réduire les émissions de CO2, on utilise un mot de jargon qui est la décarbonation. C'est pas un très joli mot, mais c'est vrai que vous m'entendrez sans doute le dire, parce que c'est un mot qu'on utilise couramment. Donc là, si on veut lutter contre le changement climatique, en résumé du transparent d'avant, c'est vrai qu'il faut s'occuper de réduire finalement toutes ces parties-là. Donc c'est au niveau mondial, réduire le secteur énergétique, tout le secteur résidentiel et tertiaire, donc les bâtiments, que ce soit des bâtiments de bureaux ou d'habitation, l'industrie, les transports et tous les autres secteurs. Donc si on veut vraiment aller vers l'engagement de 1,5 degré, il faut aller vers des réductions. Ça, c'est les politiques courantes qui feront juste une baisse de 40%. Mais si on veut aller vers la neutralité carbone, comme l'Europe l'affirme aujourd'hui, il faut réduire de 80 à 95% les émissions de CO2. Donc réduire les émissions de CO2 sur l'ensemble de ces secteurs. Et j'ai souhaité commencer par ce propos parce que les énergies renouvelables ne sont pas une fin en soi. Elles n'ont de sens que si elles permettent de réduire ces émissions de CO2. Donc ce graphe est un peu compliqué, mais il reprend en résumé ce que je viens de dire. Donc si on veut lutter contre le changement climatique, plusieurs moyens. Donc d'abord l'efficacité énergétique, moins consommer. Ensuite, diminuer les émissions de CO2 dans le secteur électrique, avec des énergies renouvelables électriques ou du nucléaire. Et puis ce qu'on appelle à l'aval, c'est-à-dire dans les usages énergétiques à l'aval, c'est-à-dire dans notre consommation en tant que consommateur final, dans les bâtiments, dans les transports. Là, il y a deux moyens. C'est dans les bâtiments, électrifier les usages, donc la mobilité électrique, des pompes à chaleur, de l'autoconsommation photovoltaïque, et puis fabriquer ce qu'on appelle des vecteurs énergétiques décarbonés. C'est du chaud, du froid, de l'hydrogène décarboné, des biocombustibles. Et donc voilà les leviers, les moyens qu'on a pour décarboner l'économie. Et mon propos va être plutôt de parler des pavés en rose qui sont les moyens de décarboner via les énergies renouvelables. En bas, quelques clés de questions à se poser sur lesquelles
Chloé reviendra, c'est les questions derrière ça, c'est comment on finance cette transition, quelles sont les régulations, la question des comportements de nous tous. C'est vrai que ces transformations vont nécessiter des changements aussi de comportement. À quelle vitesse va-t-on être capable de le faire, et puis le dernier point, c'est les évolutions, voire les révolutions technologiques. Donc la suite de... J'appuie pas sur le bon bouton. Donc maintenant, c'est un panorama sur les énergies renouvelables. Donc là, vous avez une série de photos qui vont réapparaître plus tard dans l'exposé sur les différentes sources d'énergie renouvelable. Donc on va balayer rapidement ces principales technologies dans la suite de l'exposé. J'ai commencé par les pompes à chaleur parce que la pompe à chaleur est souvent oubliée comme énergie renouvelable. La pompe à chaleur, c'est elle prend de l'énergie air au sol dans l'environnement et elle la convertit en du chaud ou du froid avec une efficacité qu'on appelle le rendement, coefficient de performance, qui est supérieur à 1. Donc en fait, quand on consomme 1 d'électricité, on récupère en énergie thermique, chaud ou froid, 3 ou 4 fois plus. Et donc le 3 ou 4 fois plus est bien de l'énergie renouvelable. Dans la transition énergétique, la pompe à chaleur, au niveau individuel pour faire du chauffage, mais aussi dans l'industrie, on travaille sur des pompes à chaleur haute température qui vont permettre de remplacer des chaudières industrielles à fioul ou à gaz par des pompes à chaleur en montant à 140, 150 degrés. Ça, c'est l'avenir. La pompe à chaleur a un grand avenir dans la transition énergétique. L'énergie hydraulique, elle est souvent oubliée, mais l'énergie hydraulique, c'est la première des énergies renouvelables électriques. Aujourd'hui, c'est la première et encore pour longtemps. Le croisement des courbes, ça sera l'éolien terrestre, l'éolien au sens large, qui dépassera en termes de capacité installée et pas encore en termes d'énergie vers 2040. Mais jusqu'à 2040, l'électricité hydraulique va rester la première des énergies électriques. Alors en chiffres, j'ai mis 1300 mégawatts. Je pense que ça ne vous parle pas beaucoup. Le gigawatt, 1 gigawatt, c'est la puissance d'une centrale nucléaire. Donc en fait, en hydraulique dans le monde, on a l'équivalent de 1300 centrales nucléaires qui sont installées. Donc l'hydraulique est aujourd'hui un moyen extrêmement important pour produire une électricité bas carbone. Donc il y a ici quelques exemples de retenue, hein, ça c'est Serre-Ponçon. Donc ça, l'énergie hydraulique, une énergie qui va servir dans la transition énergétique. Deuxième type d'énergie renouvelable, c'est les énergies, toutes les technologies solaires. Donc les technologies solaires, on les classe en 3 familles. Les technologies thermiques, thermodynamiques et photovoltaïques. Donc le thermique, c'est ce qu'on va plutôt voir dans le bassin méditerranéen ou des zones ensoleillées, où c'est juste on va chauffer de l'eau avec des capteurs qui sont sur le toit et on va remplir un ballon d'eau chaude. Cette énergie, elle est renouvelable, elle se recycle au rythme du soleil et c'est une énergie qui effectivement coûte pas très cher à installer, permet d'éviter une chaudière à gaz ou à fioul ou à charbon, et donc son développement contribue à la décarbonation. Deuxième énergie solaire, c'est le solaire thermodynamique. Le solaire thermodynamique, on en a beaucoup parlé dans les années 80 en France avec Thémis dans les Pyrénées. C'est une énergie dans laquelle on va concentrer les rayons du soleil sur une source, ce qu'on appelle une source chaude. Donc on va chauffer de l'eau, on va chauffer un fluide, et derrière, avec ce fluide chaud, on va générer de l'électricité. L'intérêt de cette source d'énergie, c'est qu'en fait, elle est relativement modulable. C'est-à-dire que puisque derrière, on va fabriquer de l'électricité avec de la vapeur, on peut, en faisant varier le débit de vapeur, varier la production d'électricité. Son inconvénient, c'est qu'elle ne fonctionne que là où il y a du soleil direct. Donc dès qu'il y a un nuage, ça s'arrête. Donc concrètement, c'est une énergie renouvelable qui est dédiée à ce qu'on appelle la Sunbelt. Donc c'est le sud de l'Espagne et tout ce qui est jusqu'au Chili, à l'Australie, les zones tropicales et de l'équateur. Le potentiel est relativement limité et clairement pour l'Europe, ce n'est pas une énergie qui va se développer en Europe, c'est une énergie qui reste un petit peu chère, qui a un intérêt par sa flexibilité, mais en termes de développement mondial dans la transition énergétique, son potentiel va être relativement limité. Par contre, alors ça c'est des exemples de photos de solaire thermodynamique avec ce qu'on appelle les héliostats, qui sont les miroirs qui renvoient la lumière du soleil vers une tour sur laquelle on va chauffer le fluide. Là c'est une autre technologie sur laquelle c'est une parabole qui va concentrer le soleil dans un tuyau dans lequel circule un fluide qui va s'échauffer et pouvoir permettre de transformer, de faire de l'électricité. Le troisième source, c'est le solaire photovoltaïque, qui lui est vraiment la source qui va se développer. C'est vraiment la révolution des années 2010. Le solaire, c'est quelque chose qui était à l'état embryonnaire
au début des années 2000. Je relisais récemment des rapports de prospective énergétique des années 2000. On parlait beaucoup du charbon, du fioul. On commençait à parler de l'éolien. L'éolien commençait à apparaître. Le solaire, on n'en parlait pas du tout. C'était une technologie qui existait pour le spatial, mais on ne le voyait pas du tout se développer largement dans l'énergie des pays. Aujourd'hui, compte tenu des baisses de prix qui se sont passées depuis 10 ans, la baisse de prix depuis une dizaine d'années est pratiquement d'un facteur 10. Donc c'est colossal, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier de rupture technologique. Le photovoltaïque aujourd'hui va continuer à se développer. Ici, c'est des exemples donc, du solaire photovoltaïque sur du toit, des grandes installations. Donc, sur un toit, on va pouvoir mettre une vingtaine de mètres carrés de panneaux. Là, c'est une grande ferme, c'est 300 hectares qui sont en France et qui vont permettre de faire de l'électricité. La question sur le solaire voltaïque, donc c'est le rythme de développement de ces installations précédentes. C'est aussi la question de l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est effectivement quand on met des panneaux photovoltaïques sur sa toiture et où on va pouvoir finalement produire soi-même une part de son électricité. La courbe ici représente les prix de l'électricité qu'on va se produire soi-même. Entre Lille en orange plus soutenu et puis orange clair, c'est plus Aix. Bon, y a des hypothèses sous-jacentes qui fait que les courbes pourraient varier selon les hypothèses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les prix sont vraiment en baisse importante et que clairement, un particulier qui met des panneaux photovoltaïques sur son toit dans le sud de la France, à partir de maintenant et d'ici 5 ans, va pouvoir avoir des économiques, c'est-à-dire va rentabiliser son investissement par rapport à l'économie qu'il fera aux électricités réseau. Après, ça pose d'autres questions sur lesquelles reviendra Chloé, sur la question du financement des réseaux, mais au premier ordre, quelqu'un qui met du panneau photovoltaïque sur son toit va pouvoir faire des économies dans le sud de la France. Sur le nord, ça sera un peu plus tard. Par contre, en faisant ça, il va pouvoir consommer lui-même que la moitié de ce qu'il aura produit, parce que l'électricité n'arrivera pas au bon moment. Il revendra l'autre moitié au réseau. Par contre, il ne pourra satisfaire que 10 ou 20% de son besoin en énergie. Donc la question de est-ce que le photovoltaïque ouvre vers une question d'autonomie énergétique, d'autarcie, et on va se couper du réseau, clairement, ce n'est pas dans les analyses dans les pays européens. Effectivement, dans un village africain, le photovoltaïque va apporter une réponse locale hors réseau, mais pas dans les pays européens. Ici, j'ai remarqué à titre d'illustration ce qui s'est passé depuis 10 ans sur les prix du solaire. C'est juste pour illustrer ce que je disais sur la baisse des prix. Voilà ce qui s'est passé. 1978, on a eu une décroissance finalement d'un facteur 100 depuis 1978. Et le facteur 10 dont je parlais, il est entre 2000 et 2020. On a une division par 10 des prix du photovoltaïque. C'est une division extrêmement rapide. Ici, on voit une baisse des prix des appels d'offres internationaux sur des grandes fermes photovoltaïques où aujourd'hui, voilà, c'est l'unité, il faut retenir 16, c'est des prix qui sont à comparer au prix moyen de production en Europe qui sont autour de 50. Donc le photovoltaïque, quand il y a du soleil, va produire une électricité. Donc là, au Brésil, en l'occurrence, en France, elle va quand même plutôt être autour de 50, mais le photovoltaïque est une énergie qui, quand il y a du soleil, va produire de l'électricité très peu chère. Je précise bien quand il y a du soleil, parce qu'effectivement, le souci ou la question du photovoltaïque, c'est qu'il y a des moments où il n'y a pas de soleil et on peut avoir quand même besoin d'énergie. L'éolien, donc éolien terrestre et en mer. Éolien terrestre et en mer, donc ça c'est pour illustrer le fait qu'effectivement, une petite animation pour montrer qu'on parle beaucoup de l'éolien avec ces turbines-là, mais que l'énergie éolienne, elle existait déjà avant Jésus-Christ, dans la Grèce, dans l'Europe, les moulins à vent. Donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ça s'est industrialisé, les techniques ont progressé, et maintenant, c'est une filière qui est industrielle. Filière qui est industrielle, qui se développe largement sur Terre, on la voit se développer. L'enjeu ou la question qui se pose maintenant, c'est le développement en mer. Les potentiels sur Terre vont rester limités. Donc effectivement, pour des questions d'acceptabilité, on reviendra dessus, mais le potentiel d'énergie éolienne sur les terres en Occident va rester limité par les surfaces accessibles. Donc on ne pourra pas couvrir les territoires d'éoliennes. Par contre, sans couvrir toute la mer offre des possibilités beaucoup nouvelles. Donc d'abord avec ce qu'on appelle des éoliennes posées, et puis ensuite avec des éoliennes en mer. Ici, on a représenté en fait une évolution des
des tailles des éoliennes et des puissances individuelles. Donc en 1991, les éoliennes en mer en fait faisaient une 35 mètres de haut. Les pales faisaient 17 mètres de rayon, 35 mètres de diamètre. Et puis maintenant, en fait, on est sur ces entités-là. Les projets qui commencent à se construire en 2016, c'est une hauteur. Donc cette hauteur-là, c'est 110 mètres au-dessus de l'eau. Des pales qui font 160 mètres de diamètre, donc 80 mètres de rayon. Et même la prochaine génération sur laquelle on travaille pour le projet de Dunkerque qui sera mis en service en 2024, on est sur des pales qui feront plus de 100 mètres de rayon. La nacelle, l'ensemble des pales de la turbine, c'est plus de 600 tonnes. Donc on est sur des objets industriels. Là, on peut comparer aussi avec la taille par rapport... On arrive à des tailles qui sont de l'ordre de la Tour Eiffel, quoi. C'est plus haut que la Tour Montparnasse. Ça, c'est une éolienne qui va produire donc 8-10 mégawatts. Donc ça veut dire 1/100 d'une centrale nucléaire en puissance. On a remis aussi une image d'un Boeing 747 pour montrer l'échelle. On est vraiment sur des objets industriels colossaux. Donc à travers ce graphe et le suivant, c'est de montrer qu'en fait on est sur des défis industriels parce que les construire, ces installations en mer, ça pose des questions techniques importantes sur comment on va les supporter. Donc différentes technologies selon la profondeur de mer, les questions des installations. Donc installer une ferme éolienne en mer, c'est des questions effectivement d'installation des turbines avec des bateaux spécifiques pour venir installer ces monstres. La question du raccordement des éoliennes avec des stations électriques pour ramener l'électricité à terre dans des conditions qui sont les conditions marines. Donc effectivement, le développement de l'éolien en mer, c'est ces questions-là. Donc c'est le développement industriel de ces filières d'éolien. Et puis, c'est ce qui est possiblement une rupture qu'on va surveiller, c'est la question de l'éolien flottant. Puisque l'éolien posé, on va pouvoir le poser que jusqu'à une 60aine de mètres de profondeur. Au-delà, ce n'est pas possible, ça ferait des structures beaucoup trop grosses. Ce qui veut dire que même l'éolien en mer a une capacité limitée d'installation. Donc clairement, l'éolien en mer ne pourrait pas couvrir, quand je dis l'éolien en mer posé, ne peut pas couvrir tous les besoins énergétiques. La question, ça va être l'éolien en mer flottant. Donc l'éolien en mer flottant, c'est en fait la même chose que du posé, sauf qu'au lieu de le poser, on va mettre une grosse barge. Quand je dis grosse, ça va porter 600 000 tonnes. 600 tonnes ou 1000 tonnes que j'évoquais tout à l'heure, c'est la masse d'un TGV. D'un TGV atlantique de 10 rames, c'est 500 tonnes à peu près. Donc en fait, une éolienne, cette machine-là qu'on met 100 mètres au-dessus de la mer, c'est un TGV qu'on met au-dessus de la mer. Donc effectivement, quand on le met en flottant, il faut une grosse barge qui va supporter ces turbines par tous les temps, y compris par temps de tempête. Clairement, ces technologies-là, c'est ce qu'on est en train de développer. C'est la prochaine génération. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Alors ça va marcher. La question, c'est est-ce que ça va marcher à un prix économique compétitif, quoi. Et ça, c'est une des questions qui se posent pour la communauté énergie renouvelable dans les années qui viennent. On va industrialiser l'éolien en mer posé. On est à des capacités, les Anglais, la France s'y mêle avec les projets qui ont été acceptés. Le rythme, le gouvernement a communiqué sur 1 gigawatt, donc une centrale, l'équivalent d'une centrale nucléaire en mer par an, en éolien. Le game changer, comme on dit, le facteur de changement important, c'est l'éolien en mer flottant. Ici, au même titre que je l'ai dit sur le PV, c'est l'illustration des baisses de coûts. Donc l'éolien, ça n'a pas été divisé par 10, on n'a pas les mêmes ruptures que sur le PV. Par contre, on a une vraie industrialisation du PV. Les prix ont été divisés par 3 ou 4 à peu près. On était au-dessus de 200 € le mégawattheure il y a 10 ans. Maintenant, on est autour de 50. Donc il y a une vraie diminution, une industrialisation. C'est lié à des progrès techniques, c'est lié à des meilleures maîtrises de risque. Donc là, sur cette courbe-là, on voit les prix de l'éolien terrestre qui aujourd'hui sont en dessous de 60 €, autour de 60 € du mégawattheure. Là, ça va ensuite dépendre du vent où on met l'éolienne. L'offshore aujourd'hui est ici à 120, mais les derniers appels d'offres descendent autour de 50-60, avec la question de savoir ce qu'on compte, mais à retenir qu'on est autour de 60. Donc pour l'éolien. Alors après, rapidement, les énergies renouvelables de la mer, au risque de décevoir beaucoup, les énergies renouvelables de la mer, alors l'éolien en mer est une énergie renouvelable de la mer, et là je vais parler des autres, et au risque de décevoir beaucoup,
Clairement, on a beaucoup appris depuis 10 ans sur les énergies renouvelables de la mer, beaucoup appris pour dire que c'était un beau projet, mais c'était sans doute encore un rêve pour un certain temps, en ce sens que c'est des énergies qui vont rester durablement chères et à des potentiels limités. C'est vrai qu'on entend dans des discours de dire il faut aller chercher les énergies de la mer. Oui, pour l'éolien en mer. Pour les autres, c'est des technologies qui ne sont pas matures et sur lesquelles les solutions ne vont pas émerger dans les 10 ans. Alors, la première, c'est l'énergie marémotrice qu'on connaît à la Rance quand même en France. Elle est mature, mais le potentiel est limité. Les deux grosses centrales, c'est la Rance, 240 MW, c'est-à-dire un quart d'une centrale nucléaire. En Corée, il y a à peu près la même taille. Au niveau mondial, on est environ à 500 MW. Donc, au niveau de l'énergie mondiale, c'est tout petit, quoi. Et on voit pas, c'est pas une énergie qui va se développer. Ça sera très bien de la mettre là où elle a de la place, mais dans la question de décarbonation que j'évoquais au début, l'énergie marémotrice ne va pas jouer un rôle important. La deuxième, dont on parle quelquefois, c'est l'énergie hydrolienne. Donc là, c'est l'énergie des courants de marée. Alors, qu'est-ce qu'on fait les courants de marée ? Vous savez qu'il y a des marées en mer, et on les voit au bord du rivage. Simplement, elles sont également au large. Et donc, au gré du flux et du reflux des marées, on cherche à capter cette énergie-là en mettant des espèces d'éoliennes sous-marines qui vont tourner dans les marées. C'est l'énergie hydrolienne. Le potentiel est quand même ce qu'on appelle un potentiel de niche, 300 à 800 TWh. La consommation électrique française, c'est 500 TWh. Donc au niveau mondial, dire qu'il y a un potentiel 300 à 800 TWh, on voit bien que ça va rester marginal et que c'est niche. En plus, c'est une énergie qui reste chère et qui est au même prix que l'éolien ou le photovoltaïque il y a 10 ans, sauf qu'elle n'a pas baissé comme on fait l'éolien et le PV. Énergie houlomatrice, on va capter la houle. Vous avez peut-être vu dans les journaux télévisés, il y a 10 ans, on parlait de ce gros boudin, Pélamis, qui est de la taille d'un gros train, osciller au gré des vagues. On a pu parler des solutions avec des ballons pour récupérer l'énergie des vagues. Le potentiel est important, mais clairement, aucune solution technologique n'émerge aujourd'hui. Dès que ces solutions-là, dès qu'il y a une tempête, ça casse. L'énergie thermique des mers, donc je les ai classées par niveau de maturité. Donc l'énergie thermique des mers, c'est l'énergie qui vise, je regarde l'heure pour gérer mon temps. L'énergie thermique des mers, ça serait l'idée de profiter de la différence de température entre les eaux de surface et l'eau des profondeurs et se dire grâce à cette différence de température, grâce aux lois de la thermodynamique, on pourrait générer de l'électricité. Alors techniquement, on sait faire, sauf qu'en fait, il y a deux questions. C'est que les installations pour faire sont très grosses avec un rendement faible. S'il y a un rendement faible, ça veut dire qu'on a un investissement qui coûte cher et qu'on a du mal à rentabiliser. Et l'autre question qui est quand même la première, c'est que les zones pour faire de l'énergie thermique des mers, c'est au milieu des océans. Donc une fois qu'on a fait de l'électricité ici, se pose la question de le ramener à terre, quoi. Et donc aujourd'hui, clairement, le potentiel est extrêmement important. À 10 000 TWh, vous vous souvenez que je disais 500 TWh pour la France. Donc c'est 20 fois la consommation énergétique de la France. Donc c'est quelque chose qui pourrait jouer un rôle en termes d'énergie au niveau mondial, sauf que techniquement, c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment pas arriver pour lutter contre la transition énergétique, la transition climatique dans les 50 ans qui viennent. On est sur des choses qui techniquement ne vont pas émerger. Et le dernier, c'est encore plus lointain. C'est l'énergie osmotique, c'est la différence de salinité des eaux qu'on va rencontrer dans les estuaires qui pourrait générer de l'électricité, mais là c'est quelque chose, c'est vraiment pas mature et le potentiel est très limité. La géothermie, la géoélectricité, donc là c'est pour la Terre, hein, donc c'est retirer de l'énergie de la Terre, hein, sachant que la Terre a une énergie interne importante qui pourrait être utilisée et qui pourrait être valorisée. Aujourd'hui, au niveau génération d'électricité, on a en puissance installée environ 13 centrales nucléaires dans le monde. Les potentiels qu'on a mis à droite, on les estime environ 70 centrales nucléaires, le potentiel. Donc c'est pas un potentiel minime, néanmoins c'est une électricité qui va pouvoir se développer dans les zones volcaniques ou les zones où il y a du magma accessible. Donc, elles sont colorées en marron ici. L'Indonésie, l'Italie était également une zone, l'Islande bien sûr. Donc effectivement, dans ces zones-là, c'est pertinent de développer la géoélectricité. Néanmoins, on voit qu'on est déjà à 13.
il y a une petite marge de progression, mais elle n'est pas colossale. Ça, c'est pour la génération d'électricité. L'autre source qu'il ne faut pas oublier, c'est la géochaleur. Donc, je n'ai pas fait de transparent, mais c'est qu'effectivement, et c'est celle-là qui est la plus importante et qui est bien une énergie renouvelable, c'est déjà dans les pompes à chaleur, quand on met des capteurs enterrés, ce qu'on appelle sous le jardin ou un puits, ça, c'est bien de l'énergie de la Terre. Et puis également, tout ce qui est nappes phréatiques. Il y a des nappes, Paris a des nappes phréatiques, ou l'Île-de-France a les nappes du Dogger, qui sont des nappes géothermales à température de, je crois que c'est 50-60 degrés, qui font une source pour le chauffage urbain, pour l'eau chaude, qui sont utilisées en Île-de-France. Et je dis pour l'Île-de-France à titre d'exemple, parce que ce type d'énergie, où on ne va pas générer d'électricité, on va juste faire de la chaleur, est une énergie qui a tout à fait son sens dans la transition énergétique et qui a plutôt vocation à se développer. Le bio. Alors, le bio, c'est un vaste sujet qui est sans doute la plus compliquée des énergies renouvelables. Alors, la plus compliquée parce qu'en fait, c'est extrêmement vaste. Ça couvre, quand on parle de la biomasse, qui est la ressource qu'il y a en entrée, il y a déjà tous les sous-produits agricoles des industries du bois, tous les résidus de l'agriculture, il y a des fractions biodégradables de produits industriels, déchets industriels, et puis il y a des cultures dédiées. Donc ça, c'est toute cette ressource-là. Quand on parle de la bioénergie, de la biomasse, c'est l'ensemble de ces ressources. Et donc le potentiel est extrêmement important. Il y a souvent des débats, il est difficile à évaluer parce qu'effectivement, c'est une ressource qui est mal gérée, c'est-à-dire que c'est souvent géré sur des circuits courts, donc c'est très difficile d'avoir une bonne estimation de ce que ça peut représenter. Mais c'est une ressource qui est extrêmement importante et dans la transition énergétique, c'est sûr qu'il y a un enjeu pour mieux l'utiliser, mieux la valoriser. Par contre, j'ai mis une petite phrase en bas sur la culture des algues. Là, clairement, notre analyse, c'est quelquefois, et ces sujets-là est mis en avant, de dire on va cultiver des algues et même les algues, elles vont absorber du CO2, donc on va lutter contre le changement climatique avec de la culture d'algues. Et puis après, on va faire de l'énergie. Clairement, nos analyses est que la culture des algues, pour faire de l'alimentaire, oui. Pour faire de l'énergie, ça n'émergera pas dans les 50 ans qui viennent. Vous le comprendrez assez vite, c'est que déjà, il faut de l'énergie pour faire pousser ces algues, parce qu'il faut des pompes pour les faire circuler. Et ensuite, les algues, elles poussent en milieu aqueux. Donc il faut les sécher après. Donc en fait, le vrai rendement énergétique de ces solutions-là sont très très faibles. Donc en fait, dans la culture des algues, il y a une vraie possibilité de développement sur de l'alimentaire, pour des animaux, pour l'homme, mais clairement pas pour l'énergie. Par contre, sur l'énergie, la valorisation des autres ressources, oui, ça c'est effectivement une possibilité. Donc complexité sur la forme de ressources et complexité sur les formes de conversion. Donc je ne vous demande pas de regarder l'ensemble de ce graphe. Ce graphe décrit les moyens de valoriser la biomasse. Ce qu'on peut retenir, c'est que pour valoriser la biomasse, il y a un premier moyen qui est la combustion pour faire de l'électricité ou de la chaleur. La combustion, la chaleur, quand on fait un feu de bois, c'est de la chaleur. Ça peut être une chaufferie industrielle si on veut être un peu plus grand vers un réseau de chaleur. La première valorisation de la biomasse qui me paraît pertinente, c'est la chaleur. Parce que la chaleur, elle va être à une échelle du territoire local, les circuits vont être courts, et finalement, c'est quelque chose qui fait partie du paysage, qui est facile à valoriser, et qui paraît tout à fait pertinent. La valorisation en électricité en complément, elle peut être faite à condition de rester à petite échelle et à l'échelle d'un territoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une petite chaufferie à l'échelle d'un village de 3-4 000 habitants qui va faire un peu de chaleur et un peu d'électricité, qu'on va dire en cogénération, parce qu'on va générer à la fois de l'électricité et de la chaleur, ça peut avoir du sens parce qu'à cette échelle-là, on va utiliser la ressource biomasse des terres agricoles autour du village. Par contre, vouloir faire de l'électricité avec une centrale électrique de la même taille qu'une centrale à charbon, plusieurs centaines de mégawatts, pour moi c'est un non-sens technique parce que ça veut dire qu'on transporte de la biomasse, il va falloir aller la chercher au-delà des territoires, prendre des bateaux, des camions pour amener la biomasse, donc en termes d'efficacité du processus, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas durable dans la transition énergétique. L'autre moyen de valorisation, c'est tout ce qui est biocombustible. Donc la première source qui est aujourd'hui développée, c'est ce qu'on appelle le biogaz. Donc on prend de la biomasse humide, des déchets d'élevage, des boues,
et on la fait fermenter. Donc vous voyez ça dans certaines régions, hein, c'est des grands cylindres avec un dôme incurvé au-dessus. On fait fermenter de la biomasse, c'est du méthane qui s'en échappe, et ce méthane peut être valorisé, c'est un biométhane, il peut être valorisé pour faire une chaufferie, et voire mis dans un réseau de chaleur, mais la quantité accessible est relativement faible. Donc ces questions des biométhanes, ça fait partie des grands débats sur les chiffres de la transition énergétique, c'est quel est le volume de biométhane qui est accessible. Nos analyses, c'est plutôt que c'est quand même relativement limité, mais il faut pas s'en priver, il faut optimiser les filières et le développer. L'autre voie, qui est plus une voie futuriste, c'est des conversions en ce qu'on va appeler gaz de synthèse. Donc on va prendre ces gaz, mais on peut aussi faire des réactions chimiques pour faire des molécules de carbone, d'hydrocarbures plus complexes, proches des carburants qu'on utilise actuellement. Alors, vous me direz, si on fait des combustibles comme de l'essence, on va régénérer du CO2. Alors c'est vrai, mais pour la biomasse, on considère qu'elle est neutre en carbone, puisqu'en fait les plantes, pour pousser, ont absorbé du carbone. Donc en fait, à l'échelle du cycle de vie de la plante, qu'on estime, comme je disais en introduction, inférieure à la vie humaine, la biomasse est bien vue comme une ressource renouvelable, puisque les émissions de carbone qu'on a sont compensées par les absorptions de carbone au cours de la vie de la plante. En synthèse, donc on a balayé un peu les énergies renouvelables. Une graphe, puisqu'on est sur la question du changement climatique et des impacts CO2, on utilise souvent une métrique qui est la métrique de l'ACV, ou analyse de cycle de vie, qui vise à comptabiliser les émissions de carbone, de CO2, des différents moyens de production au cours de leur vie. C'est-à-dire que là, on va prendre en compte les émissions de carbone au cours de la fabrication et au cours de la fin de vie. C'est l'ensemble des émissions de CO2. Et là, ça donne effectivement que si on veut lutter contre le changement climatique, clairement, il faut sortir des énergies fossiles. Par contre, toutes les énergies que j'ai mises en vert, à la fois PV, hydraulique, éolien et nucléaire, sont celles qui vont permettre de réduire les émissions de CO2 en se substituant aux sources d'émissions carbonées. Enfin, un point sur la question de l'intégration au réseau, puisqu'effectivement, le développement des énergies renouvelables, au-delà de l'aspect technique que j'ai décrit, pour qu'elles soient utiles à nos besoins énergétiques, il faut les intégrer dans les systèmes électriques. Et ça, c'est une dimension des débats énergétiques, y compris sur les énergies renouvelables, qui, à mon avis, est insuffisamment portée, parce qu'on entend dans les débats ces questions de nucléaire versus renouvelable versus charbon. Pour moi, la question principale, c'est une question systémique, où en fait, on doit à tout instant, dans différents systèmes, être capable de pouvoir couvrir les besoins du pays ou du système auquel on s'adresse, en couplant des productions avec des consommations. Donc c'est ce qui est représenté sur ce graphe, c'est qu'effectivement, l'enjeu de l'énergie, c'est d'équilibrer des sources de production avec de la consommation. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la transition climatique dont on parle et la transition énergétique est une transition électrique, puisque dans les grands réseaux qui sont construits dans les années 30, hein, les systèmes électriques sur lesquels on vit se sont développés depuis 80 ans dans le monde, avec le fait que construire des réseaux permettait des économies d'échelle, du foisonnement et une économie pour la collectivité. Et que, en fait, c'était assez simple. On produisait de l'électricité, des électrons dans des moyens de production centralisés qu'on injectait dans ce qu'on appelait des réseaux de transport qui venaient alimenter ensuite des réseaux de distribution pour nous amener l'électricité au point de consommation. Donc ça, c'est la gestion des systèmes électriques qu'on a connue depuis 80 ans. Et la transition énergétique, c'est qu'effectivement, avec l'arrivée des énergies renouvelables, il y a des énergies renouvelables qui viennent se mettre un petit peu partout sur les réseaux, et que, en fait, on a des énergies renouvelables qui viennent injecter de l'électricité au plus près des consommations, et donc modifier toute la dynamique d'équilibre des systèmes électriques. Et donc cette question d'intégrer les énergies renouvelables dans les systèmes électriques est une vraie question qui s'adresse au système électrique dans le monde. Donc comment on fait, ou quelles sont les questions pour adapter les réseaux à cette nouvelle dynamique? Le premier, c'est que, comme je l'ai dit, l'enjeu, ce qu'on cherche tous quand on allume son four le dimanche midi pour faire le rôti, ou quand un industriel allume son four verrier, c'est quand il appuie sur le bouton, l'électricité soit là. Et ça, c'est un enjeu que les électriciens
ont, depuis que l'électricité existe, c'est d'assurer l'équilibre production-consommation. Et l'équilibre production-consommation à tout instant, c'est effectivement la gestion d'un système extrêmement complexe, mais à court terme, l'équilibre, il se gère grâce à la fréquence. Ça, c'est un peu une des magies, je trouve vraiment que c'est une des magies du système électrique. Vous avez sur le fléau gauche de la balance, sur le plateau gauche plutôt, tout ce qui est source de production et à droite la consommation. L'aiguille là, indique la fréquence. Quand il y a trop de production, donc pas assez de consommation, quand la consommation baisse, la fréquence va augmenter. À l'inverse, si la consommation est trop importante, la fréquence va baisser. Et donc en fait, la fréquence, c'est vraiment le paramètre réglant de l'équilibre production-consommation. Et tout l'enjeu, donc c'est ce que je montrais là-haut, mais effectivement on l'a ici, quand la consommation est plus légère, la fréquence est moins importante, la fréquence augmente. Et tout l'enjeu des systèmes électriques, c'est de maintenir cet équilibre consommation. C'est pas nouveau. Les gestionnaires de systèmes électriques le font depuis tout le temps. L'arrivée des énergies renouvelables variables amène une nouvelle source de variabilité, donc un nouveau besoin de flexibilité. Deuxième enjeu, qui est un petit peu plus technique, donc j'espère que je ne vais pas tous vous perdre, c'est qu'effectivement, l'électricité, jusqu'à présent, on la génère par des machines qui tournent et qui génèrent l'électricité en direct. On prend une turbine d'un barrage, l'eau coule, la turbine tourne et ça génère directement de l'électricité. Et donc ça fait un facteur d'amortissement sur les systèmes électriques pour équilibrer la fréquence, comme je disais précédemment. La question de la stabilité des systèmes, ce qu'on appelle l'inertie du système, est une vraie question dans la transition énergétique. Et c'est vrai que les questions, quand on parle des questions 100% énergie renouvelable, là on a une vraie question technique pour faire fonctionner un système électrique, un grand système électrique, qu'avec des machines photovoltaïques et éoliennes. Aujourd'hui, on n'est pas sûr de savoir faire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais clairement, on est sur des sujets, des verrous techniques. La question de la fréquence, donc là, aujourd'hui, sur cette courbe-là, là, c'est du photovoltaïque, là, de l'éolien. Ça explique l'apport des réseaux. La courbe rouge, la courbe verte, c'est l'électricité produite par une éolienne en Bretagne. On voit un signal fortement chahuté. Le signal rouge, c'est l'ensemble des éoliennes en Bretagne, et le signal bleu, c'est l'ensemble des éoliennes en France. Que montre ce graphe? C'est qu'effectivement, les réseaux électriques qui permettent l'interconnexion de toutes les fermes apportent du foisonnement, du lissage, et donc réduisent le besoin de flexibilité. Sur cette courbe, c'est une autre question liée à un autre enjeu des énergies renouvelables, c'est le fait qu'en fait, elles sont variables. Et là, on a reproduit, en fait, on a fait des études en mettant 60% d'énergie renouvelable en Europe. Et on a joué des scénarios climatiques sur 30 ans de scénarios climatiques. Et ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, la variabilité en été, entre des étés avec vent, sans vent, plus ou moins de soleil, est de plus ou moins 15%. Et en hiver, c'est de 30%. Ce qui veut dire que pour fournir l'électricité dont on a besoin, les jours où on est dans les points bas, il faut avoir d'autres moyens. Donc cet équilibre, cette question des réserves énergétiques au niveau des systèmes électriques, c'est une autre question des systèmes énergétiques et du développement des ENR. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer des ENR, mais à côté, il faut aussi des systèmes de backup pour pouvoir compenser les moments où il y a moins d'énergie. À titre d'illustration, dans notre simulation avec 60% d'ENR, on a rejoué un épisode, je crois que c'est un épisode de vent réaliste, hein, c'est un épisode européen, on a pris des 30 ans de météo du passé, sauf qu'on a appliqué sur ces 30 ans de météo à un mix avec 60% d'ENR, donc avec des éoliens du PV, et avec un week-end particulier qui s'est passé en termes de dynamique météo, avec 60% d'ENR, on pourrait avoir quelque chose comme ça. En bleu, c'est la courbe de la demande européenne. Donc c'est la somme de la puissance à chaque instant dont les Européens ont besoin. On voit ici qu'il y a besoin de moins d'électricité parce qu'on est un week-end. Là, on voit les courbes du matin, le midi, la creux de midi, et puis le soir avec le nouveau, et ça, c'est les creux de nuit. Et le rouge, c'est la courbe, ce qu'on appelle la demande résiduelle, c'est-à-dire c'est la demande à laquelle on a enlevé toutes les énergies renouvelables. Donc là, dans cette période-là, il y a beaucoup de vent et de soleil, donc les énergies renouvelables fournissent bien. Il y a même des moments où on a trop d'énergie, on est obligé de les couper. Et puis, pendant le week-end, tout d'un coup, le vent se calme et il n'y a plus de vent. Entre le vendredi midi et le dimanche soir, on doit amener 400 gigawatts. Ça veut dire la puissance de 400 centrales nucléaires au niveau européen. Donc d'un seul coup, il faut être capable de fournir au système électrique européen cette puissance-là. Donc c'est juste pour illustrer les questions d'équilibre qu'il faut traiter dans les questions du développement des énergies renouvelables.
À titre de synthèse, les deux dernières planches, c'est pour montrer qu'effectivement, quand les énergies renouvelables se développent avec ces questions de stabilité de réseau, d'équilibre offre-demande, de traitement de la fréquence, d'inertie, ça veut dire qu'on a plus besoin de flexibilité dans les systèmes. Et donc la notion du réseau et du système électrique prend vraiment tout son sens. Et que pour répondre à ces flexibilités, on a plusieurs moyens. Donc déjà, il y a les réseaux électriques qui sont des moyens pour, grâce au foisonnement européen, l'Europe a le plus beau, le plus robuste système électrique au monde. L'Europe a connecté 500 millions de personnes. Aucun système électrique est aussi grand. La Chine, il y a plus de population, mais les réseaux ne sont pas interconnectés. Les États-Unis, il y a 4 systèmes, mais il n'y en a pas un seul. Donc l'Europe aujourd'hui a développé, et c'est une des réussites de l'Europe dont on ne parle pas tant que ça, a développé un système électrique européen qui apporte de la valeur pour tous les citoyens. Ça veut dire que ça permet à tout le monde de payer moins cher son électricité que si chaque pays l'avait développé tout seul. Les réseaux sont une des causes de cette réussite. La production d'électricité centralisée décarbonée, veut dire la faire varier, est un moyen de flexibilité qui est utile et sur lequel on peut agir. Les énergies réparties intermittentes, on peut aussi, et on ne le fait pas aujourd'hui, mais il va sans doute falloir le faire demain, c'est grâce à du pilotage, c'est les piloter davantage pour pouvoir, s'il y a vraiment trop d'électricité, réduire un petit peu la vitesse d'une éolienne ou de la puissance d'une centrale photovoltaïque. La question des batteries, donc j'en ai pas parlé, mais au même titre que le photovoltaïque a beaucoup décru, le prix des batteries a également été divisé par 10. Donc quel rôle va jouer le stockage par batterie dans les systèmes électriques demain ? C'est une autre question. Sachant qu'aujourd'hui, le stockage dans les systèmes électriques est assuré par ce qu'on appelle des stations de pompage, qui sont des installations hydrauliques, qui sont développées à grande échelle, puisqu'en France, on a 5 gigawatts de stations de pompage. Autre source de flexibilité, c'est ce qu'on appelle le pilotage de la demande. Le pilotage de la demande, c'est ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant avec les tarifs heure pleine, heure creuse, où le ballon d'eau chaude s'allume la nuit. Grâce au compteur communicant Linky, demain, on va pouvoir piloter davantage d'usages, lancer la machine à laver peut-être dans la journée à un moment où l'électricité est moins chère parce qu'il y a plus de soleil et donc il y a plus d'électricité. Donc les compteurs communicants vont apporter ces sources de flexibilité et avec des questions on pourra agir sur un ballon d'eau chaude en disant je veux que mon ballon d'eau chaude soit plein le soir quand je rentre, et le système, à condition qu'on l'ait autorisé, pourra permettre de stocker l'énergie au bon moment. Pareil pour la voiture qui pourra être chargée au bon moment. L'autoconsommation fait partie des autres sources de flexibilité. Sur ce transparence, c'est la même chose dit différemment, donc je vais le passer pour aller à la conclusion en focalisant sur quelques questions que j'ai identifiées et sur lesquelles je pense que Chloé va aussi revenir et sur lesquelles on pourra débattre, qui sont, vu de moi, en fait, les ruptures à surveiller. Alors, j'ai parlé des énergies renouvelables thermiques. Je crois que c'est vraiment un des oubliés de la transition énergétique. C'est une des vraies solutions pour réduire les émissions de CO2, pompe à chaleur, biochaleur, géochaleur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important si on veut réduire les émissions de CO2. Le photovoltaïque, clairement, ça va continuer à se développer, c'est pas cher, ça va se développer. Par contre, ça prend de la place. Donc, en particulier en Europe, où les terrains sont comme limités, c'est quelle limite à l'acceptabilité ? Est-ce qu'on saura accroître le potentiel en ayant des coactivités ? En ce moment, sur notre site de recherche à Fontainebleau, on développe un petit champ où on fait pousser de la luzerne sous des panneaux photovoltaïques. Est-ce que finalement, il n'y a pas un intérêt commun à l'agriculteur parce que ça peut économiser le besoin d'eau du champ, parce que les éoliennes font un peu plus, les panneaux photovoltaïques font de l'ombre, dans des vignes où on sait que dans le sud de la France, l'ensoleillement pose problème aux viticulteurs puisque hausse le degré de vinification, le degré d'alcool, ce qui est une question, donc un peu d'ombrage pourrait être bénéfique. Donc une question finalement, est-ce qu'il n'y a pas un jeu gagnant-gagnant avec de la coactivité entre du photovoltaïque et des zones agricoles ? Le PV flottant, le PV le photovoltaïque sur les bords d'autoroute, voilà, c'est comment augmenter les potentiels pour faire face à l'activité. Le potentiel de l'autoconsommation, c'est aussi une autre question. Jusqu'où iront la hausse des rendements des panneaux, jusqu'à quel point on pourra mettre des photovoltaïques sur le toit pour développer ces usages. Sur l'aérolignien terrestre, la question, donc c'est une énergie qui est mature, industriellement, il y a beaucoup de solutions.
La question, c'est l'acceptabilité. On voit bien qu'aujourd'hui, en France, c'est rencontré, hein, c'est le critère NIMBY, Not in my backyard. C'est donc les gens aiment bien les éoliennes, mais quand même loin de chez eux, loin du village. Et c'est sûr que ça va créer une limitation sur le développement des énergies renouvelables. Sur l'éolien en mer, c'est comme je l'ai dit, pour moi, c'est la question de l'éolien flottant. Si on a de l'éolien flottant à un prix acceptable, ça peut ouvrir des possibilités importantes d'énergie décarbonée. Combustible alternatif, c'est aujourd'hui, techniquement, on sait faire de l'essence de synthèse, du kérosène de synthèse, sauf qu'aujourd'hui, si on le fait, voilà, c'est hors de prix par rapport au prix actuel de l'essence ou du kérosène, donc c'est pas accessible. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à mettre au point des technologies qui vont faire baisser les coûts pour participer à la décarbonation. Et puis les derniers points, le réseau, là je suis revenu largement, donc c'est les questions que j'ai dites hein, sur les solutions techniques pour des réseaux avec des forts taux d'ENR, et puis les questions du stockage, des batteries, mais aussi le stockage intersaisonnier. Le stockage intersaisonnier, on voit bien que si on développe beaucoup de solaire, en été, on va avoir beaucoup d'électricité. Le solaire produit quand même moins en hiver, il y a moins de soleil, c'est la balissade. Par contre, si on a beaucoup de solaire, une idée, ça serait de le stocker en été pour le réutiliser en hiver. Donc est-ce qu'on saurait faire des moyens pour stocker l'énergie d'été et la retransformer en hiver? C'est ça qu'on appelle le stockage intersaisonnier. Est-ce qu'on va trouver des solutions? On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est une vraie question technique. Et puis la question dernière sur laquelle reviendra Chloé, c'est les mécanismes de financement. Les ENR et le nucléaire, ce sont des énergies qui coûtent très cher à l'investissement. Par contre, une fois que c'est installé, ça ne coûte plus rien. Une centrale photovoltaïque installée, elle produit, la maintenance est très faible, l'électricité sort, il n'y a plus rien à faire. Et ça, en fait, ça pose une question de financement, puisqu'en fait, il faut payer les coûts au début pour se faire payer et être remboursé via le prix de l'électricité sur le long terme. Avec les incertitudes qu'il y a sur les marchés de l'électricité, aujourd'hui, il y a une vraie question sur les investisseurs, sur comment financer ces énergies décarbonées. Aujourd'hui, on le traite à travers de la régulation, c'est-à-dire des lois qui imposent des appels d'offres. En France, c'est les appels d'offres où le gouvernement dit je fais un appel d'offres pour tant de centaines de mégawatts de photovoltaïque ou d'éolien. Et derrière, dit l'investisseur va être payé au prix où il a répondu pour son appel d'offres. Ça veut dire que clairement, ça nécessite des subventions, puisque derrière, le prix garanti, c'est bien nous tous, citoyens, qui le payons. On voit que derrière le financement des énergies bas carbone, il y a une question de régulation de l'énergie. Et la dernière planche sur laquelle je finirai, c'est qu'effectivement, je crois qu'il est important, quand on parle d'énergie renouvelable, de bien revenir sur mon propos introductif, c'est-à-dire que les énergies renouvelables trouvent leur rôle, leur motivation, leur sens dans la décarbonation, dans la réduction des émissions de CO2. Et c'est bien par rapport à ça qu'il faut évaluer le besoin et la nécessité de développer des renouvelables pour pouvoir atteindre le scénario 1,5 ou 2 degrés. Le développement des renouvelables est indispensable pour arrêter ces panaches de fumée de centrales charbon. Par contre, les solutions vont être propres à chaque système. Dit autrement, les bonnes solutions renouvelables, et c'est une évidence quand je vais vous dire ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ça a du sens de développer du solaire en Espagne, ça a moins de sens de le développer en Écosse. Par contre, en Écosse, aller développer de l'éolien, c'est beaucoup plus intéressant qu'aller développer de l'éolien sur une zone beaucoup moins montée. Et donc la question des énergies renouvelables, c'est aussi un retournement du paradigme. Les systèmes énergétiques ont beaucoup été construits sur une offre de moyens de production pour alimenter les besoins. Maintenant, la transition énergétique, on va être sur une alliance entre du local et du global. Le local étant finalement de saisir les opportunités qui se trouvent au niveau des territoires en termes d'énergie renouvelable, qu'elles soient électriques comme l'éolien ou le photovoltaïque, qu'elles soient thermiques ou qu'elles viennent des réseaux avec de l'électricité décarbonée qui viendra des réseaux. Dit autrement, les énergies renouvelables, c'est les bonnes énergies au bon endroit, au bon moment. À travers bon moment, on traite la question de l'intermittence et de la variabilité. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire. J'ai dû tenir à peu près mon temps. Merci. Merci Jean-Pierre pour cette introduction.
Je remercie aussi Cécile et Jean-Pierre de m'avoir donné l'occasion d'intervenir et de commenter cette présentation qu'Étienne nous a faite, présentation technique mais très intéressante et essentielle quand on veut parler vraiment, je dirais, des énergies renouvelables. Alors, mon rôle ici, c'est vraiment que de poser des petites questions. Donc, je vais aller rapidement, et d'avoir essayé de proposer une analyse économique au sens large, sociétal si on veut. Donc, c'est vraiment de mettre le point ou d'essayer de définir quels sont les enjeux, étant donné que maintenant on a compris vraiment ce que c'est une énergie renouvelable, et on a bien vu que c'était multidimensionnel, donc c'est aussi intéressant. Eh bien, il va y avoir des enjeux différents, mais je vais prendre une définition très large de l'énergie renouvelable. Hein. Et mon propos ici, c'est vraiment le constat, et je vais reprendre exactement ce que Étienne a vraiment mentionné, c'est-à-dire qu'il y a une émission de CO2, et l'objectif, c'est de réduire cette émission de CO2. Donc là, je vous donne le cas de l'Europe, parce que je trouve que c'est intéressant, regardez juste les couleurs, on n'a pas le temps de regarder les noms, mais ce qui est intéressant, c'est que en haut, là, vous avez le niveau moyen du monde, hein, 4,97. Donc ça, c'est l'émission de CO2 dans l'activité économique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pays européens contribuent énormément aussi au CO2, hein, pas juste la Chine. Donc ça, c'est un petit point, un petit détail. Donc il y a ce constat, il y a une émission de CO2. Une des solutions, et c'est l'objet du débat d'aujourd'hui, c'est vraiment de se dire que, étant donné ce constat, il y a une solution qui est trouvée, et comme Étienne l'a bien mentionné, c'est une des solutions, c'est d'investir dans les énergies renouvelables. Donc ici, encore une fois, une petite carte pour vous rappeler où se trouve l'Europe, où on en est, et on voit tout de suite la diversité avec, bien évidemment, les pays nordiques que je connais bien, où si on regarde la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie, on voit bien que les pays nordiques sont bien loin devant, mais finalement, en moyenne, l'Europe est autour de 20%, à peu près 10-20% d'énergie renouvelable. D'accord ? Donc, il y a encore beaucoup de marge, mais c'est aussi intéressant de connaître, étant donné ce pourcentage, et l'objectif, encore une fois, comme Étienne l'a souligné, c'est une décarbonisation de l'économie. On a de la marge, mais il faut déjà, même avec ces 20%, il faut parler des enjeux. Et les enjeux, ils sont, je pense, de deux natures. Enfin, au moins, on va en parler aujourd'hui de deux natures. Le premier enjeu, c'est les enjeux économiques, je dirais très basiques. On a une offre, c'est-à-dire les producteurs, on a une demande, les consommateurs. Et à un moment donné, les producteurs et les consommateurs doivent se rencontrer sur un marché. Un économiste, souvent, vous dirait que c'est la meilleure solution. Et c'est vraiment l'idée que les enjeux économiques, c'est que si on investit dans ces énergies renouvelables, est-ce qu'on a un marché qui fonctionne, hein? Et c'est l'enjeu, je dirais, économique. C'est-à-dire, est-ce que le marché, maintenant, fonctionne? Le deuxième point, hein, le deuxième enjeu, les enjeux sociétaux, c'est vraiment que même si on a cet objectif, on veut investir sur les énergies renouvelables, il est très important qu'on assure un développement durable et aussi équitable. Hein. Cette notion d'équité est très importante et au sein de beaucoup de débats, donc je vais conclure sur ça, mais c'est aussi assez essentiel de savoir comment s'assurer qu'il y a une équité énergétique. Et donc pour tous ces deux enjeux, en fait, la vraie question, c'est à quel prix, hein? Quel est le prix qu'on est prêt à mettre pour être sûr qu'on prend en compte les enjeux économiques et les enjeux sociétaux. Donc je vais essayer de vous parler un peu, de vous guider un petit peu, et c'est vraiment que des questions que je vais poser dorénavant, c'est-à-dire que, on a les enjeux économiques, et comme l'a rappelé Étienne, il y a un bloc, voilà. Sur un marché, en fait, on voit bien que si le marché, s'il n'y a pas de problème, dans le sens, et quand je dis pas de problème, c'est-à-dire qu'on a une demande, donc les consommateurs, une demande qui réagit comme un économiste adore qu'une demande réagisse, c'est-à-dire tout à fait normalement. C'est-à-dire que si le prix est élevé, eh bien on consomme très peu, on demande, la quantité est très faible. Maintenant, dès que le prix diminue, on consomme plus, d'accord ? Et puis, de l'autre côté, c'est la courbe inverse, je dirais.
si la courbe veut bien arriver. Je pointe. Ah. Voilà. Donc, alors, d'un seul coup. Voilà. Donc, on était à la demande. Et donc, on a l'offre, et c'est tout à fait l'opposé. C'est-à-dire que vous connaissez bien. C'est-à-dire que si le prix est faible, eh bien, la quantité sera faible, la quantité offerte sera faible, et plus le prix augmente, et plus on a cette offre qui augmente. C'est-à-dire, pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la quantité d'électricité. Et on voit bien ce qu'on appelle la notion d'équilibre, Étienne l'a mentionné, c'est-à-dire vraiment l'intersection entre l'offre et la demande. Et je dirais même l'ajustement entre l'offre et la demande. Et quand on a cette intersection, sur un marché, on a une quantité d'équilibre et une quantité... on a une quantité d'équilibre et un prix d'équilibre. Bon, ça, c'est bon, je peux finir. Je pense qu'il faut changer les piles, là. Ouais, il y a un problème d'énergie. Voilà, on y est. Voilà, et puis d'un seul coup. D'accord. Donc, en fait, vous avez compris, vous connaissez tous le principe du marché. Et encore une fois, ma question, c'est, étant donné ces enjeux sociétaux et ces enjeux économiques, à quel prix on peut avoir cet ajustement de l'offre et de la demande? Étienne, encore une fois, pendant 80 ans, je crois que c'est le chiffre que j'ai retenu, c'est-à-dire que pendant 80 ans, on avait une vision très traditionnelle. Le marché de l'électricité, il était très traditionnel dans le sens où la demande, elle ne bougeait pas beaucoup. D'accord ? Elle variait, mais elle n'ajustait pas trop en prix. Et c'était vraiment l'offre qui s'ajustait à la demande. Okay ? C'est un concept et une organisation de marché qui a fonctionné pendant longtemps. Donc, en fait, on avait un prix de marché très stable et défini à l'avance, et les risques de défaillance du marché étaient très limités. D'accord ? Maintenant, ce qui est intéressant et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est qu'il y a ces nouvelles énergies renouvelables. Et, on n'en a pas trop parlé, Étienne, je crois que n'a pas trop mentionné, mais ce qui est clair, c'est que comme les énergies renouvelables ont un coût relativement faible, ce qu'on observe, c'est que sur le marché du gros, en fait, on voit bien que le prix de marché diminue. Okay ? Et comme on a un prix de marché qui diminue, c'est plutôt bien pour les consommateurs, mais c'est aussi un problème d'investissement, c'est-à-dire que ces backup technologies ou ces capacités de réserve, il faut bien les financer. Comment on va les financer si le prix du marché est relativement faible ? C'est une des questions. Il y a plusieurs types de mécanismes qui essayent d'être mis en place. C'est un gros débat au niveau européen, mais aussi aux États-Unis. Faut-il rétribuer ces capacités de réserve ? Faut-il leur donner un supplément de financement ? Le troisième... Voilà. La troisième étape, c'est pas seulement l'investissement du renouvelable, c'est d'un seul coup aussi, le renouvelable, et c'est intéressant aussi, c'est qu'il va permettre, comme c'est une production décentralisée, il va aussi permettre à des individus qui au départ n'étaient pas producteurs de s'attribuer, d'investir dans le solaire ou même dans l'éolien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces consommateurs, ils deviennent des prosumateurs, c'est ça en français ? Enfin, un prosumeur en anglais, c'est quand même plus simple. et où vraiment, c'est l'idée qu'on est producteur et on est consommateur en même temps. Okay ? Et c'est intéressant parce que là, d'un seul coup, pour l'instant, je vous avais parlé d'un côté l'offre, donc les producteurs, d'un autre côté la demande et les consommateurs. Et là, on voit bien que le consommateur... d'une certaine manière, il a le choix. Il a le choix de produire lui-même, avec son solaire, ou il a le choix de décider, parce qu'il pense que le marché est très faible, que le prix du marché est très faible, de choisir le nucléaire. Et donc il a un choix, il est au centre du marché. Okay ? Donc c'est intéressant. Et on voit bien que l'organisation du marché est différente. Donc d'un seul coup, il est possible... contrairement au cadre traditionnel, il est possible tout à fait que maintenant la demande s'ajuste à l'offre, ce qui est une composante intéressante. Si d'un seul coup on a la demande qui s'ajuste à l'offre, eh bien, et ça demande aussi que pour que la demande s'ajuste à l'offre, il faut que la demande ait cette information sur l'offre. Et une manière d'avoir cette information, c'est d'adopter un compteur intelligent. Ça fait débat, encore une question. Faut-il avoir ce compteur intelligent ? Mais en fait, quand on regarde l'Europe,
Alors, je suis désolée pour la qualité du... J'arrivais pas à trouver un graphe, mais au moins, vous voyez les couleurs, ça devrait suffire. On voit que l'Europe est divisée sur ce sujet. Et qu'en France, on a beaucoup débattu, mais finalement... Donc, il y a des objectifs européens où il faudrait 80% de compteurs intelligents en 2020 et 100% en 2022. On voit que la France... Elle atteindra certainement son objectif. Les pays nordiques l'ont déjà, ils sont déjà à 100%. Et on voit bien qu'il y a toute une partie de l'Europe qui ne l'atteindra pas, d'accord, qui pour l'instant résiste à cette notion de compteur intelligent. Okay. Donc, mais encore une fois, je pense que c'est une condition essentielle, si on veut que la demande s'ajuste à l'offre, que l'offre ait l'information à travers les compteurs intelligents. Même si ça pose, on en parlera certainement après, des problèmes de gestion des données personnelles. Hein. Voilà, alors, c'est d'un seul coup. Donc, de ce troisième type d'organisation de marché, c'est vraiment que d'un seul coup, le consommateur est aussi un producteur. Donc, et non seulement il est un producteur, mais aussi, en fait, il va, entre prosumeurs, ils vont créer leur propre marché. Donc ça, c'est la dernière étape. C'est entre autres, la création des communautés d'énergie, qui se développe de plus en plus. Hein. Donc il y en a beaucoup aux États-Unis qui ont marché plus ou moins bien. Il y en a en Belgique, il y en a en Angleterre. Hein. C'est cette idée que comme le consommateur peut être à la fois sur l'offre et sur la demande, eh bien on va créer ces microgrids où on va créer vraiment ces communautés d'énergie. Donc là, on imagine des maisons avec tous du solaire et ils s'échangent de l'énergie parce qu'il y en a qui n'ont pas investi du tout. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé par exemple du Brooklyn Microgrid qui a été créé en 2017, ou alors c'était un bloc de bâtiments où il y avait des voisins du haut qui avaient investi dans leur solaire et puis qui revendaient aux voisins du dessous, d'accord, avec la technologie du blockchain pour être sûr d'investir. OK. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, je reviens à mon idée de prix, c'est-à-dire que quand on a ce genre d'organisation de marché, hein, et il faut s'imaginer que les communautés d'énergie ne se connectent pas forcément entre elles, il est certain que le prix va être beaucoup plus variable. Et la vraie question, c'est, bien sûr, ces communautés sont indépendantes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soleil ou d'éolien, d'accord ? Il va falloir qu'elles connectent avec le réseau. Hein, et c'est une vraie question pour l'instant. Légalement, on ne sait pas encore. Est-ce qu'elles ont droit à être connectées ? À quel prix ? À quel tarif ? Okay ? Donc ça, c'est le quatrième structure de marché qui est en train d'émerger. Beaucoup d'incertitudes. Donc là, pour l'instant, je vous ai parlé des enjeux économiques. Je voudrais rapidement parler des enjeux sociétaux qui sont liés à cette transformation du marché. La première, c'est bien évidemment, je viens de le mentionner, c'est le problème du réseau. Comme l'a souligné Étienne, le réseau est essentiel pour l'efficacité et le transport de l'électricité. Si on pense à des technologies complémentaires, on a besoin de transporter du A à B. Si l'éolien est dans le nord et que la consommation est dans le sud, on a besoin d'utiliser ce réseau. Qu'arrive-t-il si d'un seul coup les communautés d'énergie ne sont pas connectées entre elles ? Et on voit bien la tendance, c'est-à-dire que ces communautés d'énergie ne vont pas peut-être vouloir financer ou payer le réseau, une partie du réseau, parce qu'ils ne l'utilisent que très rarement. D'accord ? Mais si personne paye le réseau, eh bien c'est un vrai problème. Parce que ce coût de réseau ne va plus pouvoir être financé. Donc, est-ce qu'on est prêt et c'est vraiment un enjeu sociétal aussi, est-ce qu'on est prêt si on a plein de communautés d'énergie, est-ce qu'on est prêt à abandonner notre réseau que Étienne mentionnait, qui est si efficace? D'accord ? Donc, on est vraiment d'un marché très centralisé, on crée des marchés décentralisés, ce qui a une certaine efficacité, mais qui pose aussi des problèmes.
Et ça pose notamment des problèmes parce qu'en fait, il y a un problème d'équité énergétique, et je vais finir là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des études qui commencent à émerger sur les communautés d'énergie, et on voit bien que c'est vraiment la demande solvable. C'est-à-dire que pour investir dans ces énergies renouvelables, il y a un minimum à apporter soi-même au départ, hein, pour en bénéficier. Donc on voit bien qu'une partie de la demande, en fait, pour l'instant, ne fera pas partie de ces marchés décentralisés. Okay, donc, faut-il continuer à fournir l'électricité pour cette autre partie de la demande? C'est une vraie question. À quel prix? Et qui subventionne cette partie de demande, hein? Et puis, il est certain que si on a ces communautés d'énergie d'un côté, donc un système parallèle, et on veut garder notre système actuel, bon, ça pose des problèmes parce que, en fait, pour l'instant, on a un système de prix, hein, je reviens sur cette notion de prix, où finalement, grosso modo, bon, c'est général, mais que la ville finance la campagne. C'est-à-dire que pour l'instant, en France, on a cette idée qu'une consommation d'électricité, c'est une sorte de service universel, donc il y a une péréquation tarifaire. Ça pose quand même un risque aussi d'avoir ces communautés d'énergie, cette décentralisation sur la péréquation tarifaire. Voilà, beaucoup de questions, pas de réponses. Un classique pour un économiste. Je vous remercie.